Donc l'approche pour le price earning ratio, en fait, on va comprendre une fois la même chose. On va faire la médiane multipliée par le earning per share de votre entreprise, qui va nous donner l'implied price. Donc après, on peut multiplier ça à nouveau par le prix de l'action, par le nombre d'actions en circulation qui va nous donner l'implied capitalization, mais c'est plus à titre indicatif. Ce qui nous apporte, c'est ça. Donc c'est tout simplement, encore une fois, une simple règle de 3. On prend la médiane, on multiplie par le dénominateur du price earning ratio, à savoir l'earning per share, donc le prix par action, le bénéfice par action, qui va nous donner le prix de l'action. Pareil pour le price to sales, on prend la moyenne ou la médiane, qu'on multiplie par les ventes par action qui correspondent au dénominateur du ratio qui nous donne une implied share price. Encore une fois, si on veut, par type d'information, on multiplie ça par le nombre d'actions en circulation, le outstanding shares, et nous donne une implied capitalization. Donc, c'est vraiment deux approches basiques. On peut combiner les deux ratios relatifs au prix, donc l'approche directe via le price per share, via les deux graphiques. Donc, on prend la valeur minimum ici et la valeur maximum ici. Ce graphique-là, il nous permet juste en fait de montrer la différence qu'il y a entre les deux approches, le gap. Ça ne veut pas dire que l'action peut fluctuer entre ces deux valeurs-là. C'est juste pour montrer la différence qu'il y a deux. Et comme on peut le voir, comme on peut le constater, la différence est grande. Entre 158, 59 quelque chose et 215, c'est quand même élevé. Pourquoi est-ce qu'on a un price to earning ratio aussi optimiste et un price to sales ratio aussi pessimiste? C'est ça la question qu'il faut se poser au vu de ce graphe-là. Et c'est une question à laquelle vous devez répondre. Donc parfois c'est par rapport à la nature du ratio, parfois à cause de l'entreprise, à cause des peers. C'est à vous après aller voir derrière les chiffres et trouver une explication à ce genre de phénomène. Donc in fine, voilà, on obtient tout simplement à chaque fois une implied fair value par les différents ratios. EV revenue nous donne un implied price de 180,33, EV EBITDA 193,25 $, etc. Donc on peut, comme j'ai dit, combiner les deux, mais c'est juste à titre indicatif. On constate que l'approche par l'EV, l'approche indirecte par l'enterprise value, on a une différence beaucoup plus faible que par le prix de l'action. Encore une fois, ça c'est à vous à se dire mais tiens, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Et d'aller voir plus loin que les chiffres, d'aller voir ce qu'il y a derrière les chiffres et derrière les graphiques. Ça c'est un graphique indicatif. Ça ne veut pas dire encore une fois que l'action peut fluctuer entre les deux. Donc maintenant on va passer à la deuxième manière de faire avec le Selected Multiple Range. C'est encore une fois très très facile à comprendre. Et ça c'est schématiquement ce qu'on s'apprête à faire. Donc tantôt qu'est-ce qu'on avait? On avait directement une seule valeur de l'action, l'implied share price. EV revenu nous donnait une implied share price de 4,33. Maintenant ce qu'on va faire, on va faire fluctuer cette valeur là à gauche et à droite pour avoir un range, pour savoir dans quelle proportion l'action peut fluctuer par rapport à ses comparables. Donc ce qu'on va faire, on va prendre ici le mean ou la médiane. Ça c'est à vous à choisir entre prendre une médiane ou prendre une moyenne comme valeur commune. Pour rappel, dès le premier slide j'ai dit quoi? C'est que le but ça va être de faire converger et de comparer, plutôt pas faire converger mais plutôt de comparer toutes ces entreprises, donc tous les peers, tous les comparables via une grandeur commune, c'est-à-dire la moyenne ou la médiane du ratio auquel on s'intéresse. Alors la question là maintenant c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on prendrait une moyenne plutôt qu'une médiane, et à l'inverse pourquoi est-ce qu'on prendrait une médiane plutôt qu'une moyenne. Ça c'est une question à laquelle chaque analyste a son propre avis. En ce sens que moi je peux très bien faire la même analyse que vous, et vous direz non, moi je trouve que la moyenne est plus pertinente, et moi je dirais non, la médiane est plus pertinente. Et après c'est une confrontation d'arguments. Il n'y a pas une règle, une loi qui dit il faut prendre la médiane quand il arrive ça, et une moyenne quand il arrive ça. Pourquoi est-ce que, par contre, un argument théorique, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a ce débat là, en fait, tout simplement pourquoi est-ce qu'on prend moyenne plutôt que médiane et médiane plutôt que moyenne, c'est que d'un côté on a un indicateur qui est influencé par les valeurs extrêmes, à savoir la moyenne, et de l'autre côté on a un indicateur, la médiane, qui n'est pas influencé par la valeur extrême. Donc l'intérêt de la médiane en fait c'est ça, c'est de se dire elle n'est pas influencée par le extrême, elle est censée être plus neutre entre guillemets que la moyenne. Mais on peut riposter et se dire ouais mais vu qu'on a des bons comparables et que les ratios sont similaires, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de valeur extrême. Donc la moyenne marche très bien. Et c'est vrai, ça peut très bien marcher aussi. Maintenant, ça se peut aussi que des fois, si je reprends mon tableau du début, voilà,
notamment le price to earning ratio, j'invente. Il faut savoir qu'on a l'instant T0, donc on prend les données relatives au dernier rapport annuel. Il se peut que la dernière année, par exemple, j'invente tout à fait, que General Motors ait eu énormément de dépenses d'investissement, donc des capex élevés, et à ça s'est ajouté beaucoup de taxes, et donc ils ont eu exceptionnellement un earnings qui a été beaucoup plus faible que les autres années. Donc automatiquement, le ratio va être plus faible, beaucoup plus bas. Donc à ce moment-là, c'est peut-être mieux prendre une médiane. Ça, c'est à vous, encore une fois, de sortir la chose et de décider tout simplement qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus convenable à mon analyse. Maintenant, pour en revenir à cette histoire de Selected Multiple Range, donc comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choses ici. Donc d'une part, il y a une fourchette. La fourchette ici, c'est notre range. C'est ce qu'on va faire, c'est la proportion dans laquelle on va faire varier. Donc on a le Closed Comparable A, Closed Comparable B, Closed Comparable C. Comme vous pouvez voir, c'est les trois comparables les plus proches de la tendance centrale. Donc si vous prenez la médiane, ici en l'occurrence, comme vous pouvez le voir sur le graphique, la tendance centrale, on a pris la moyenne, parce qu'il prend un range qui tourne autour de la moyenne. Donc ici, si on prend comme ici la diète centrale de la moyenne, on va prendre tout simplement les trois comparables qui sont le plus proches de cette moyenne. A l'inverse, si on avait pris la médiane, on prendrait les trois comparables qui sont le plus proches de la médiane. En général, c'est souvent les mêmes. C'est rare quand c'est des comparables différents. Parce que ça voudrait dire sinon aussi que les peers ne sont pas aussi bien sélectionnés que ce que vous en pensez. Ok. Donc ceci est schématiquement ce qu'on s'apprête à faire, comme j'ai dit. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'on va faire ça. Donc comme j'ai dit, on prend les comparables. Souvent c'est bien d'en prendre 3, mais vous pouvez aussi en prendre 2. Comme j'ai noté, aussi peu que 2 ou 3 comparables soigneusement choisis servent souvent de base ultime pour l'évaluation. Donc le minimum c'est 2. 2 c'est vraiment le minimum à prendre. Et 3 c'est mieux. C'est mieux d'en prendre 3 comme closed companies. Maintenant, vous pouvez très bien en prendre 2. Vous allez vous en rendre compte, moi j'en ai pris 2. Donc voilà. C'est moi qui décide d'en prendre 2. Pourquoi? Parce que le SMR c'est tout simplement une assumption. C'est aussi simple que ça. C'est une hypothèse. C'est vous qui dites l'action doit varier dans ce range-là. Mais l'assumption, vous la sélectionnez pas n'importe comment. Vous vous basez sur les trois comparables les plus proches. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. J'ai pris, par exemple, je prends ici EV Revenue. Ok. Ici, j'ai comme tendance centrale 5,69, j'ai 5,4, 6 comme range, à gauche, à droite. Et ce qu'on fait après, tout simplement, on multiplie à chaque fois les datas, donc à savoir l'EBITDA, par chacun des nombres ici. On fait 3 fois une règle de 3 en fait. Ça c'était l'approche purement règle de 3. Et ici on fait 3 fois la règle de 3. On va la faire une fois ici, une fois ici, une fois ici. Donc on va multiplier l'EBITDA par ça, qui va nous donner ça. On va multiplier l'EBITDA par la médiane, qui va nous donner ça. On va multiplier l'EBITDA par ça, qui va nous donner ça. Pareil pour le price to earning ratio par exemple, ou le sales per share, je peux prendre n'importe lequel. Si je multiplie le PS par ça, j'obtiens 176. Si je multiplie le PS par ça, j'obtiens 183. Si je multiplie 1046 le PS par ça, j'obtiens ça. Et ça va être notre range d'evaluation. C'est comment est-ce que l'action peut varier en fait. Donc voilà. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre de manière purement théorique. Après ça, comme vous le savez encore une fois, on a deux approches. Une approche est directe et une approche directe. Ici, on a eu directement le prix de l'action, mais ici, on doit encore déduire des trucs pour avoir le prix de l'action. Parce qu'on a ici, on n'a qu'une valeur d'entreprise ici, contrairement aux deux ratios-là. Donc, on prend encore une fois un min-max. Donc ici, par exemple, pour les BDA, le minimum, c'est 130 818 et le maximum, 145 215. Et hop, on les reprend ici, des deux côtés. On déduit à chaque fois la dette, comme on a vu tantôt la formule de l'enterprise value à chaque fois. Donc, in fine, après, on obtient ça, la fair value. Et ça, c'est l'approche par EBITDA me dit que l'action peut varier de 180 à 201.
l'approche EV Revenue me dit que l'action peut varier de 172 à 191. Et ici, donc, en gros, on a plus une seule valeur commune, comme on avait avec la règle de 3. Ici, on a un range. Et quel est l'intérêt de faire ce range? C'est d'arriver à ce qu'on appelle un graphique en football pitch. Donc, littéralement en terrain de football, parce qu'on dit que voilà, les intervalles de variation, c'est des terrains de football. C'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon. Et l'intérêt de faire ça, c'est de les superposer en fait. Pourquoi? Parce que voilà, par exemple, on peut se rendre compte que l'approche ici par le price to sales, elle est totalement contradictoire avec l'approche EV et EBITDA. Et c'est tout à fait normal, parce que ces deux ratios, enfin, c'est pas tout à fait normal, mais c'est tout à fait possible plutôt, voilà. Pourquoi? Parce que ces deux ratios qui sont différents, il y en a un qui est relatif au prix, qui me donne on a une approche directe, ici une approche indirecte. Et la question c'est de se poser, c'est de se dire pourquoi est-ce que justement mon approche EV/EBITDA est si optimiste et mon approche price to sales est si pessimiste. Parfois la justification se trouve simplement de la nature du ratio, comme parfois ça peut être dû aux données au compte de votre entreprise ou bien aux données au compte de vos comparables. Là c'est à vous d'aller voir derrière les chiffres et justement justifier, se dire ouais mais pourquoi est-ce que justement le price to sales est si bas et trouver la justification. Donc si on exclut ici le price to sales, l'avantage comme je dis c'est de les superposer et on constate que les trois ratios se croisent autour de, allez je vais dire 182, 183 dollars et 187 dollars. Donc ça voudrait dire que si on combine tous les ratios, l'action peut varier de 183 à 187. Si on combine les trois ratios et qu'on exclut le price to sales qui selon moi n'était pas aussi pertinent que ce que je pensais au début de mon analyse. Et d'ailleurs c'est à moi après de justifier, de dire non en fait le price to sales il faut le laisser de côté. Il faut prendre en compte que ces trois là. Donc voilà, l'avantage c'est de les superposer et de voir l'intervalle de variation et où se croisent les football pitch. Ce qui est bien aussi, ce que je vous conseille à faire, c'est de faire comme ça une quick overview de votre relative valuation. Donc en fait, c'est tout simplement les données qui tiennent sur une feuille. Donc vous faites ça sur Excel. Si je vais ici, hop, spreadsheet, voilà. C'est tout simplement un résumé de ma valuation, très bref. J'ai mes données, mes closed companies avec les ratios que j'ai choisis, la médiane, le range qui est autour. Ici, donc automatiquement, vu que j'ai la médiane, ici je vais avoir l'approche règle de 3. Si vous vous rappelez, l'approche règle de 3, on prenait bêtement la médiane multipliée par le dénominateur du ratio. Donc ici c'est 11,69 multiplié par l'EBITDA d'Amgen. Dans le cas ci c'est Amgen. Et ici pareil, c'est tout simplement le récapitulatif de ce qu'on a vu ici en fait, de ça. Voilà. Donc c'est de faire une feuille comme ça qui tient sur une page, pour avoir une idée, une overview et regarder, voilà, ok, waouh, le football pitch, il est comme ça, mais c'est que pour vraiment que ça tienne sur une feuille tout simplement. Et ça c'est très simple à faire, il suffit d'aller dans Fichier, exporter, créer PDF, et voilà, vous créez votre PDF. Si je reviens un peu ici, formation, relative valuation, voilà ma feuille. Ma quick overview qui tient sur une feuille. Et c'est beau, c'est propre et ça permet d'avoir une lecture rapide. Parce que des fois, ça se peut que certaines personnes n'ont peut-être pas nécessairement le temps d'aller voir en profondeur et ça permet d'avoir une overview avant d'aller plus loin dans les comptes pour quelqu'un qui n'a pas eu l'analyse comme nous entre les mains. Pour tous ceux de l'Assemblée Générale, tout simplement. Et ça, c'est un truc qui, selon moi, ce serait bête de le joindre à votre fichier Word lorsque vous faites une analyse à mettre sur le drive pour le club. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer à la conclusion. Bon, je vais finir comme ça. Tant pis. Donc, maintenant, on va vous disposer de tout ce qu'il faut pour faire une peer group analysis. Moi, je vous conseille, et je me dirais même, je ne vais pas dire que je vous oblige, parce que je n'ai pas ce pouvoir-là, mais je vous encourage vraiment à faire votre propre programme sur Excel, ne pas reprendre une template tout faite, parce que vous n'allez pas comprendre ce que vous faites. Quand on fait de la valuation, c'est pas vraiment de prendre une template, y insérer des nombres, taper des données et regarder ce qu'il en sort et dire voilà, l'action est à acheter, l'action est à prendre, l'action est sous-évaluée ou surévaluée. Non, il faut vraiment prendre la peine de construire une template pour comprendre ce qu'on fait, voir ce qu'il y a derrière les chiffres, parce que derrière chaque chiffre, il y a une histoire. Les chiffres
les chiffres ont une histoire. On peut les faire parler comme on veut et il faut comprendre l'histoire qu'il y a derrière les chiffres. Euh, Damodaran, lui, est très, d'ailleurs, à ce propos-là, est très critique vis-à-vis de la relative valuation. On verra ensemble, lors de la formation commune, l'extrait de cette vidéo-là. Il fait, je vous mets le contexte. Il fait une conférence à Google. Il explique la valuation et il parle à un moment donné de la relative valuation. Il est très critique au niveau de la Pearce et des ratios qui font intervenir tout simplement la notion de price versus value, comme j'en ai parlé au début de la vidéo. Tout simplement, quand on y pense, en fait, c'est un peu une Pearce valuation, c'est un peu comme si on devait évaluer le prix d'un appartement. Un agent immobilier, quand il évalue le prix d'un appartement, comment est-ce qu'il fait? Il regarde les appartements qu'il y a autour de lui et il dit voilà, les appartements autour de lui, on est dans un quartier riche, dans un beau quartier. Ben là, vu que tous les appartements autour tournent entre 850, je sais pas moi, 150 000 euros et 250 000 euros, eh ben, mon appartement, je dois le pricer entre 150 000 euros et 250 000 euros. Et c'est la comparaison que Damodaran utilise. Et c'est là qu'il est très critique parce qu'ici, on price, on ne fait pas de la fair value. La fair value sera faite de la DCF. Mais on regardera ça plus ensemble la prochaine fois. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez n'importe quelle question, sentez-vous libre de venir me trouver et de me les poser, quoi.